Bonjour à toutes et à tous. Nous allons explorer aujourd'hui les fractures de l'enfant, notamment les fractures incomplètes et les fractures de Salter et Harris. Euh, pour cette première vidéo, nous allons nous astreindre aux fractures incomplètes. Une deuxième vidéo sera faite pour explorer les fractures de Salter et Harris. Les objectifs de ce cours seront de comprendre les particularités de l'os pédiatrique afin de pouvoir reconnaître les patterns de fractures propres à l'enfant et classifier ces fractures selon la classification de Salter-Harris. Savoir aussi rechercher et identifier les complications secondaires à ces fractures. Donc après une brève introduction, nous discuterons des principes d'exploration des traumatismes de l'enfant, euh, avec une première partie donc, sur les fractures diaphyso-métaphysaires incomplètes, puis une deuxième partie dans une seconde vidéo sur les traumatismes de la phys et de la région métaphysaire, avec leurs complications. Donc, à contrario de ce que nous avons tendance à penser, les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Cet aphorisme de pédiatre est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de traumatologie pédiatrique. Le squelette pédiatrique est une entité en développement. Elle est susceptible à des mécanismes traumatiques exclusifs et donc à des patterns de fractures spécifiques. Les mécanismes traumatiques aigus, chroniques ou répétitifs, comme les chutes ou les AVP ou les blessures sportives, vont donc entraîner certains types de fractures qui vont varier selon l'âge de l'enfant. Donc pour un nourrisson, on aura surtout des fractures diaphysaires, alors que chez l'enfant plus grand, ce sera surtout des fractures métaphysaires ou métaphyso-diaphysaires. Les cartilages de croissance sont particulièrement vulnérables chez l'enfant. De plus, la plasticité des os fait que ces os sont souples mais peu résistants, avec un périoste épais et des structures ligamentaires qui sont très solides. Par ailleurs, l'avantage chez l'enfant, c'est la capacité de remodelage et de construction plus importante, qui permettent donc une consolidation beaucoup plus rapide que chez l'adulte, avec une durée allant de 6 à 8 semaines pour les fractures diaphysaires, 3 à 4 semaines pour les fractures métaphysaires et 3 semaines pour les décollements épiphysaires. Et cette consolidation est d'autant plus rapide que le cal périphérique périosté est volumineux et rapide chez l'enfant. Euh, Tout d'abord, il faut aussi apprendre à reconnaître chez l'enfant ce qui n'est pas une fracture ou un arrachement osseux. Ce sont surtout les noyaux d'ossification de l'os pédiatrique et les os surnuméraires qui peuvent nous poser problème et poser des pièges diagnostiques. Il faut aussi connaître l'évolution des points d'ossification selon l'âge. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que d'utiliser des ouvrages de référence quand on a un doute. Parmi donc les principes d'interprétation des radiographies de fractures, donc il est important de connaître les signes indirects des lésions osseuses, notamment les refoulements des lisérés graisseux en rapport avec des épanchements intra-articulaires ou les épaississements des parties molles. Il est aussi important d'étudier l'épaisseur des cartilages de croissance chez l'enfant. Attention néanmoins au Satisfaction of Search Bias, qui est un biais cognitif de perception, qui n'empêche de détecter les lésions surnuméraires en cas de découverte d'une anomalie, soit parce qu'on a arrêté notre lecture de l'examen, soit parce que notre attention est détournée par cet élément. Donc, la classification des fractures de l'enfant se divise en fractures diaphyso-métaphysaires, complètes ou incomplètes, et en fractures métaphyso-épiphysaires, qui est classifiée par la classification de Salter-Harris. Pour explorer ces fractures, nous utiliserons deux incidences orthogonales du segment atteint associées aux articulations sus et sous-jacentes. Les incidences obliques ne sont pas obligatoires, et donc en fonction des cas. Pareil pour les clichés comparatifs, dont le rendement est inférieur à 5%, mais qui peuvent s'avérer utiles néanmoins pour certaines variantes anatomiques ou certaines régions complexes comme le coude. L'échographie peut être un apport complémentaire intéressant, notamment pour confirmer ou infirmer un épanchement intra-articulaire suspecté sur la radio, ou chercher des fragments cartilagineux épiphysaires.
L'IRM est rarement utilisé en urgence, sauf lorsqu'il s'agit de luxation de genoux, afin de détecter des lésions ménisco-ligamentaires ou des fractures chondrales ou des fractures de fatigue. La TDM est surtout utile au bilan préopératoire de fractures complexes au niveau du coude, du plateau tibial ou du pilon tibial. Nous allons commencer par explorer les fractures diaphyso-métaphysaires incomplètes de l'enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des fractures qui sont assez fréquentes et de très bons pronostics. Elles sont le plus souvent secondaires à des mécanismes indirects, le plus souvent après une chute ou un saut avec une mauvaise réception sur un membre. La force et l'angulation du traumatisme vont conditionner le type de fracture. Parfois discrète, le diagnostic se fera a posteriori à la découverte d'une réaction périostée et d'un calosseux. La prise en charge thérapeutique se fait en général par une immobilisation sous plâtre ou une attelle, avec une bonne évolution. Il est rare d'aller au bloc pour ce genre de fracture. Et donc elles sont, ces fractures-là, donc on a la fracture mode de Behr, la fracture plastique, la fracture en cheveux et la fracture en bois vert. Donc, sur cette radiographie de face et de profil du poignet et de l'extrémité distale de l'avant-bras, on remarque qu'il n'y a pas de solution de continuité évidente. Néanmoins, on observe un bombement cortical de la région métaphysodiaphysaire distale du radius, qui est une localisation ici classique de ce type de fracture, à savoir les fractures en mode de Behr, qui se présentent sous l'aspect donc d'une opacité linéaire, perpendiculaire à l'axe de l'os, et qui est visible sur le profil, ici, sous la forme qui est sur le profil, qui permet d'affiner la localisation de la lésion au niveau de la corticale postérieure. On remarque aussi ici une déformation du radius avec une concavité médiale en rapport avec une fracture plastique associée. Ici, sur cette deuxième radiographie donc, de l'extrémité inférieure de la jambe, euh, une autre localisation classique de ce type de fracture avec euh, cette opacité linéaire au niveau du tibia, de l'extrémité distale du tibia. Donc, un autre cas avec cette fillette de 8 ans qui chute d'un trampoline et qui se retrouve avec une fracture en mode de Behr au niveau de la région métaphysodiaphysaire proximale de l'humérus. Cette localisation est assez rare avec ce genre de fracture. Et comme vous le voyez ici, nous n'avons pas de lésion de la physe. Ensuite, sur cette radio du pied, la fracture est vraiment très subtile puisqu'elle se présente sous la forme d'une légère angulation du troisième métatarsien qu'on voit à ce niveau, qui doit nous faire donc suspecter une fracture en mode de Behr. Et puis sur cette autre radiographie du pied, nous observons au niveau donc, de la phalange proximale du quatrième orteil. Donc cette angulation, cette fracture en mode de Behr qu'on voit ici. Ce sont des localisations peu fréquentes aussi. Alors ici, nous avons une fracture supracondylienne, donc type mode de Behr, avec des liserés graisseux antérieurs et postérieurs surélevés, traduisant donc une hémarthrose. De plus, lorsqu'on trace donc cette ligne humérale antérieure, elle passe en avant du capitellum, révélant une angulation postérieure du fragment distal. Ici, un cas d'un enfant de 11 ans qui présente une impotence fonctionnelle après une chute. Donc, la fracture est assez subtile ici au niveau du radius distal. Euh, il faudrait donc une incidence complémentaire. Euh, Ce qui n'a pas été fait au début. Donc, un complément échographique a été réalisé. Et puis, sur cet écho comparatif donc extrémités distales du radius, euh, on observe donc une angulation ici de la corticale qui n'est pas retrouvée au niveau du membre contralatéral. Et d'autre part, on observe une plage hyperéchogène à ce niveau qui correspond à un hématome sous-périostée. Comme vous le voyez ici, l'angulation avec ce zoom.
Donc les fractures en mode de Weber, pour résumer un peu la chose, donc elles sont souvent secondaires à une impaction de la diaphyse sur la métaphyse. Elles siègent au niveau diaphyso-métaphysaire, surtout au niveau du poignet. Et leur aspect donc se présente sous forme de bonbon cortical très discret, avec une hyperdensité linéaire ou une opacité linéaire perpendiculaire à l'axe de l'os, sans solution de continuité visible. Passons maintenant à un autre type de fracture, incomplète, avec ce premier cas de fracture plastique, où il est très facile de poser le diagnostic, même sans incidence orthogonale, puisque la déformation ici des deux os de l'avant-bras se fait dans le plan du rayon incident. Et ce cas où c'est un peu moins évident, toujours au niveau des deux os de l'avant-bras, avec cette fracture plastique de l'ulna. Alors ici, deux localisations pas très fréquentes de ce type de fracture, avec chez cet adolescent de 14 ans qui avait mal au pied après une chute de trampoline, une fracture du cinquième méta, comme vous pouvez le voir ici, et plus précisément sur le cliché oblique, avec cette angulation du cinquième métatarsien. Et ici, on a vu au niveau de la fibula, qui est associée donc à une fracture complète bifocale de l'extrémité proximale et distale du tibia. Alors ici, un diagnostic différentiel avec ce garçon de 8 ans qui se présente pour une déformation des membres, avec donc trois sites d'incurvation osseuse, au niveau des deux fibulas, vous pouvez le voir ici sur ces deux radios des membres de face, et au niveau de la diaphyse humérale droite. Donc ici, ces déformations étaient secondaires donc à une ostéogenèse imparfaite. Donc, pour résumer, les fractures plastiques, ce sont des fractures assez rares, dont la cohésion préférentielle se situe donc au niveau des fibulas et des lulna, plus rarement au niveau de la clavicule et des fémurs. Leur aspect donc prendra la forme d'une angulation osseuse globale de la diaphyse, sans rupture de la corticale et sans réaction périostée lors de la consolidation. Il faut savoir que la correction de l'incurvation se fera spontanément avant l'âge de 12 ans en général. Passons maintenant au troisième type de fracture incomplète. Ici, une fracture incomplète unicorticale donc, de la médiodiaphysaire du tibia avec un calosseux qui se forme ici. Et sur cette radiographie de l'avant-bras, on remarque aussi une double fracture ici, une fracture des deux os de l'avant-bras unicorticale, donc incomplète, en bois vert. Pareil chez ce petit garçon de 3 ans qui chute sur son pied et chez qui on retrouve donc une fracture en bois vert du quatrième et du cinquième métatarsien euh, qui sont assez subtils, nous vous l'avons, mais qu'on voit à ce niveau ici, lorsqu'on zoome, à ce niveau. Ensuite ici une fracture en bois vert donc de l'ulna, de la diaphyse ulnaire et qui va s'étendre dans la médulaire. Donc, pour résumer, les fractures en bois vert, ce sont des ruptures corticales partielles avec une continuité corticopériostée dans la concavité de l'incurvation induite par le traumatisme. Elles se localisent en général sur le tiers moyen des diaphyses des os longs et s'associent souvent aux fractures plastiques. Passons maintenant au dernier type de fracture incomplète de l'enfant, qui sont les fractures en cheveux. Comme vous pouvez le voir ici sur ces radiographies de jambes, avec ce, ce canal, pardon, ici un canal nourricier donc, qui correspond en fait à un diagnostic différentiel de la fracture en cheveux, qui lui est bien corticalisé sur ses bords, alors que la fracture en cheveux se présente sous forme d'une solution de continuité très fine, sans bord corticalisé. Pour résumer, donc les fractures diaphyso-métaphysaires incomplètes, type fracture en cheveux, donc ce sont des fractures très fréquentes autour de l'âge de la marche, avec un aspect de trait spiroïde très fin, cortical sous-périosté, à peine visible parfois,
et qui se localise le plus souvent à la moitié inférieure du tibia. Le principal diagnostic différentiel, comme on l'a vu, étant le canal vasculaire nourricier, qui correspond à une hyperclarté linéaire avec des berges condensées.